Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Thomas Osinski et nous abordons dans cette série de vidéos la notion de validité en clinimétrie et plus spécifiquement dans cette vidéo de la partie 1 sur les définitions, nous allons aborder la notion de validité de critères. Alors on se rappelle que la notion de validité, ça nous sert dans le raisonnement pour le triage entre les hypothèses. L'intervention qu'on va mettre en place avec un patient va dépendre de la représentation qu'on se fait de sa situation et donc du diagnostic thérapeutique qu'on peut se faire. Donc on a un temps de raisonnement au cours duquel il faut faire le tri entre plusieurs modèles explicatifs de la situation d'une personne. Quand j'entends modèle explicatif, c'est dire quelle est l'hypothèse diagnostique, comment je m'explique son trouble par telle maladie ou telle dysfonction. Quand on revient rapidement sur la notion de diagnostic, ça veut dire savoir séparer. En grec ancien, ça vient du grec ancien, dia pour séparer, et gnostique qui veut dire le savoir. Grossièrement, quand j'ai des personnes qui viennent me consulter, la personne jaune a le plus intérêt à bénéficier d'un type de traitement, la personne bleue d'un autre type de traitement, afin de résoudre leur situation. Mais la question est de savoir comment je les amène vers le bon chemin afin d'améliorer leur état de santé et essayer de répondre à leurs besoins. Si on schématise les choses, on a une situation qui peut être de 0 à 100%. 0% de risque d'avoir un problème et 100% d'avoir le problème. Donc grossièrement, quand la personne n'a aucun risque d'avoir le problème, typiquement moi qui suis un XY, j'ai peu de chances d'avoir un problème de kyste ovarien, étant donné que j'en ai pas. Donc on est assez certain que cette diagnostic-là ne va pas se poser. Du coup, j'ai pas besoin de faire de tests ou d'IRM de mon bas-ventre pour voir si la douleur que j'ai au niveau du ventre vient d'un kyste ovarien, parce que grossièrement, j'en ai pas. Donc, il y a des situations, en fin de compte, caricaturales où la personne n'a aucun risque d'avoir un problème de ce donné, donc on va pas l'évaluer. Et puis il y a des situations aussi caricaturales où à un moment, la démarche de raisonnement clinique va être très peu cohérente, parce qu'elle va être très frustre du moins, c'est le moment où en fin de compte on est sûr du diagnostic. Si nous approchons d'une personne qui vient de se tordre la cheville puis qu'on voit un bout d'os qui sort de sa peau, on va pas trop s'embêter à tester, faire des tests avec un diapason, une règle de Tao ou quoi que ce soit. De toute façon on voit l'os qui est sorti, donc on sait qu'il y a une fracture. La question de la validité des tests et leur évaluation en pratique clinique, c'est pour répondre à toute cette zone d'ombre entre les deux extrêmes de quand il n'y a aucun risque et quand c'est sûr, où on a une contrée d'incertitude. Et c'est là où on a besoin d'outils diagnostiques pour nous aider à faire le tri entre les hypothèses et que nous avons besoin de choisir nos tests et donc de la clinimétrie qui porte sur la validité pour savoir quels sont les meilleurs tests. Ces tests peuvent porter sur des signes ou des symptômes. On se rappelle rapidement la différence. Un signe, c'est un phénomène que peut détecter une personne, même qui n'est pas porteuse de la maladie. Donc un tiers peut voir le problème. Ça représente les évidences objectives d'une maladie, un signe. Alors que le symptôme, c'est son pendant subjectif, c'est les phénomènes perçus en elle ou sur elle par une personne affectée par une maladie et qui est en lien avec cette maladie. Donc c'est qu'est-ce que la personne qui a une infection, un tel truc, va nous dire qu'elle ressent, qu'on ne pourra pas nous forcément mettre en évidence, mais qui va participer à dire elle a plus de chances d'avoir tel ou tel trouble. Quand on repense à la première vidéo sur les notions de définition selon Cosmin, on avait dit que la validité de critères d'un outil, c'est le degré auquel les scores d'un instrument reflètent de manière adéquate un étalon OR. C'est défini par rapport à un test indiciel en disant voilà, je veux comparer mon test et je vais utiliser tel étalon OR parce qu'il a du sens. Alors il y a toujours des questions sur comment on définit et d'autres. Généralement un étalon OR ça se définit par le consensus actuel au niveau des connaissances qui existent pour dire voilà, actuellement les meilleurs outils qu'on a pour mettre en évidence tel phénomène physico-chimique qui peut affecter le corps humain, c'est tel outil, par exemple un IRM pour des lésions avec inflammation, ou des lésions discales, ou je ne sais trop quoi. Et du coup on dira voilà, mon test s'intéresse à ça, qu'est-ce que dit l'IRM? Si on veut s'intéresser à une maladie neurodégénérative, probablement ça va être l'IRM, ou si on a accès à des morceaux de spécimens de cerveau, ça sera l'observation du spécimen. C'est comme ça par exemple qu'on a été posé les maladies de Parkinson ou autres, c'était en voyant des spécimens de cerveau et qu'on a dit en fait il y a des troubles là-dedans. Et donc il fallait en étalon OR un spécimen de cerveau. Donc l'étalon OR, ce qu'on retiendra nous, c'est que fondamentalement, par définition, il dit la vérité. C'est lui qui va être notre juge de paix. Un test indiciel, c'est l'objet utilisé en pratique clinique pour essayer de deviner quel est le modèle du monde qui explique le mieux
la situation de la personne. Donc grossièrement, si on simplifie les choses, en prenant un peu plus le temps, c'est de se dire que le test indiciel, c'est le test qu'on va vouloir évaluer. Si je prends un exemple commun que j'ai déjà pris, si je m'intéresse aux fractures pied-cheville, le test indiciel peut être l'ensemble des critères de la règle d'Ottawa. Et je vais vérifier comment ce test-là se comporte par rapport à un étalon OR, la radiographie. Le test indiciel, il essaie de deviner quel est le modèle du monde le plus plausible. C'est-à-dire qu'il essaie de dire, cette personne avec un traumatisme du pied et de la cheville se plaint de douleur. Qu'est-ce qui serait le plus probable comme modèle du monde? Est-ce que c'est un monde dans lequel elle a une fracture, un monde dans lequel elle a une entorse, un monde dans lequel elle a peur de se blesser, qu'elle décrit des symptômes aberrants, ou un monde dans lequel elle a une psychopathologie qui lui fait ressentir des choses et très étranges. Voilà. Donc quand on réfléchit, on essaie toujours de dire, ok, quel est le monde le plus probable, le modèle du monde le plus probable, le plus plausible pour expliquer la situation. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc un test indiciel, il peut, par rapport au étalon OR, avoir raison, trouver la même chose que l'étalon OR, ou avoir tort. Assez logique, ça c'est binaire. Et quand il a tort, il peut avoir tort de deux façons. Soit il dit des faux positifs, il dit à la personne, t'as une fracture, et il se trompe, il catégorise la personne comme porteuse d'une pathologie qu'elle n'a pas, ou elle peut dire un faux négatif, en disant la personne, non, tout va bien, alors qu'en réalité, elle s'était fracturée la cheville. Donc, l'exemple qui est souvent donné, c'est de dire à un homme, t'es enceinte, ce qui est peu probable pour un homme XY, et dire à une femme qui est enceinte, en fin de compte, non, vous êtes juste en surpoids et tout va bien. Donc le premier serait un faux positif et le deuxième un faux négatif. Je vous remercie pour cette écoute de la vidéo qui portait sur la définition des critères, où on a essayé de préciser un peu certains éléments avec cette notion d'étalon OR, de test indiciel, et surtout d'erreurs de premier et deuxième ordre, qui sont des éléments importants qu'on va revoir et mobiliser en statistique pour évaluer les qualités métrologiques d'un test. Je vous remercie et à bientôt dans d'autres vidéos.